Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous vous souhaitons la bienvenue dans cette nouvelle matinale RSM et nous sommes ravis de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Pour ceux qui ne connaissent pas notre format et qui nous rejoignent pour la première fois, les matinales RSM, pardon, ce sont des webinaires de 45 minutes que l'on vous propose les vendredis matins et exceptionnellement le jeudi matin et qui nous permettent d'aborder des sujets d'actualité qui concernent votre entreprise en lien avec les différents domaines d'expertise de RSM, que ce soit RH, social, fiscal ou encore financier. Et ce matin, on se retrouve pour un sujet sur la facturation électronique. Comment s'organiser pour l'après 1er septembre 2026. Pour ce qui est de nos intervenants de ce matin, donc nous avons Mathilde Jounot et Mathias Crotreau. Donc Mathilde Jounot qui est associée expertise comptable. Oh, pardon, la slide a sauté, voilà. Donc Mathilde Jounot, pardon, qui est associée expertise comptable, et Mathias Crotreau, qui est associé conseil. Et tous les deux sont membres de la commission de normes sur la facturation électronique de l'Association française des normes. Avant de leur laisser la parole pour le sujet de ce matin, quelques mots très rapides sur le réseau RSM. Donc, nous sommes un cabinet d'expertise comptable, d'audit et de conseil. En France, RSM, c'est un réseau de proximité en étant présent dans les principaux pôles régionaux. Et puis RSM, c'est également un réseau à l'international puisque nous sommes le 6e réseau d'audit, d'expertise comptable et de conseil. Je laisse maintenant la parole à nos intervenants. Bonjour à tous. Donc, on va vous présenter aujourd'hui un rapide rappel du contexte et rappel de la réforme. On va passer assez vite sur ce sujet-là. On va plutôt s'intéresser au retour d'expérience d'autres pays qui ont déjà connu la mise en œuvre de la facturation électronique, les risques opérationnels qu'on va avoir avec la mise en œuvre à partir du 1er septembre 2026, les bonnes pratiques et que faire si on est mal préparé et les questions. Vous n'êtes pas obligé d'attendre la fin. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser au cours du webinaire et on essaiera d'y répondre dans la mesure du possible en fonction du volume. Et donc, nous allons démarrer aujourd'hui cette session par un sondage donc qui comporte trois questions. Donc, on va ouvrir le sondage. Vous devriez accéder aux 3 questions. La première question, elle est sur dans quelle catégorie d'entreprise êtes-vous? Avec un choix unique entre les 3 catégories proposées. Ensuite, vous avez une autre question sur où en êtes-vous dans votre projet de mise en conformité? À quelle étape de votre projet, où en êtes-vous? Et enfin, une dernière question sur à choix multiples celle-ci, sur quels sont les sujets que vous avez anticipés. Ces questions vont nous permettre de voir effectivement où vous en êtes et d'ajuster aussi notre discours par rapport à la population présente aujourd'hui avec nous. Alors Mathias, est-ce qu'on a un début On a un début de résultat. Donc là, on est à 15 réponses. Après, n'hésitez pas à répondre, hein. Ces réponses sont anonymes, c'est pas pour les collecter, c'est vraiment pour orienter le webinaire. Tout à fait. Exactement. Alors, on va attendre quelques minutes. On voit que nous avons des nouveaux participants qui se joignent à nous. N'hésitez pas à répondre au sondage qui est accessible sur la droite de l'écran. Alors, sur Mathias. La répartition, alors déjà sur la taille d'entreprise, vous êtes 76% TPE, PME, 14% ETI et 9% qui représentent des grandes entreprises. On voit qu'aujourd'hui, où vous en êtes sur la mise en conformité, tout le monde a initié visiblement son projet avec un diagnostic des flux pour 20%, un choix de PA pour la moitié, donc un peu plus de 50%, 23% qui ont mis en œuvre et les tests avec les clients fournisseurs qui ont débuté pour 4% d'entre vous. Finalement, quand on regarde, c'est assez logique vis-à-vis de la taille de la répartition qu'on a sur la taille des entreprises. Entre les grandes entreprises, je pense, qui sont plutôt celles qui sont sur les tests avec les clients fournisseurs, et les PME, ETI qui sont sur les différentes phases précédentes. En termes de chantiers qui ont été anticipés, donc sur la gestion des rejets,
Il y a 16% d'entre vous qui ont déjà anticipé ce chantier. La mise en qualité des référentiels, donc on a presque la moitié d'entre vous qui l'a fait, et 40% qui a entrepris déjà le chantier de collecte des adresses électroniques, donc c'est-à-dire la prise de contact avec les clients pour collecter les adresses électroniques auxquelles on devra envoyer les factures. Très bien. Alors, merci Mathias pour cela. Je vais donc fermer les votes. Merci en tout cas pour vos participations là-dessus. Et donc, n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat. En termes de contexte de la réforme, donc on voulait vous faire quand même un rapide rappel, même si tout le monde connaît toutes ces dates par cœur, avec un calendrier de mise en œuvre qui est progressif, avec une date de démarrage de 1er septembre 26 pour les grandes entreprises, les ETI en émission, et une obligation de réception pour l'ensemble des entités, et donc incluant les PME, les TPE, dès le 1er septembre 26. Sachant que du coup, l'obligation d'émettre pour les PME sera au 1er septembre 27, avec une date butoir au 1er septembre 27. C'est-à-dire que les PME, les TPE ont la possibilité de démarrer bien avant cela. Ce qui change concrètement avec la réforme de la facturation électronique en France, c'est que l'on a donc une obligation, chacune des entreprises doit souscrire à une plateforme agréée et émettre les factures via cette plateforme agréée, réceptionner leurs factures via cette plateforme agréée. On a des formats socles obligatoires qui sont donc les 3 socles que l'on connaît tous par cœur maintenant, à savoir la facture X, l'UBL et le C2I. Et donc le PDF simple n'est pas une facture électronique. On passe vraiment dans l'ère, on passe du PDF à la donnée et à l'envoi de factures électroniques, et donc à une donnée qui sera structurée avec des mentions complémentaires qui seront à ajouter sur les factures, et donc notamment le numéro sirène du client qui sera une mention obligatoire, et une structuration des flux et des données qui sera, et pour ceux qui ont déjà démarré toute la partie mapping des champs avec leurs outils d'émission de facture, on peut voir qu'il y a une granularité très importante à avoir là-dessus. Et enfin, on a le portail public de facturation qui est le portail qui va être le concentrateur des données, et qui va aussi intégrer l'annuaire des entreprises, où on va avoir, et qui est déjà disponible et accessible en consultation aujourd'hui. Voilà, j'ai fait rapide sur cela, puisque c'est vraiment introductif. Et donc aujourd'hui, selon les catégories d'entreprises, on a des enjeux qui vont être un petit peu différents. Les PME, TPE qui aujourd'hui sont exposés en termes de planning pour plusieurs raisons, avec des ressources qui sont plus limitées, souvent sans DSI dédié ni équipe projet. Donc le DAF ou le dirigeant peut se retrouver isolé dans ce projet de facturation électronique. Des ERP ou des outils de facturation ou des outils comptables qui sont pas encore compatibles avec des plateformes agréées, ou qui, sur le cas des outils de facturation, n'émettent pas encore de flux de facturation électronique. Donc, on le voit sur des outils qui sont plus dimensionnés TPE, PME, la prise en compte des enjeux de la réforme a été plus tardive, et donc on est plutôt aujourd'hui dans une phase de mise en œuvre chez ces éditeurs que dans une phase de test comme les éditeurs qui sont plutôt grandes entreprises de TI. Des flux mixtes, donc avec un mélange B2B, B2C qui est complexe à gérer, qui a un enjeu à la fois d'invoicing et e-reporting, donc bien isoler les flux qui sont à destination des professionnels en France de ceux qui sont à destination des particuliers. Délai de réception, donc l'échéance, comme l'a évoqué Mathilde, elle est dès le 1er septembre 26. Donc, même si vous êtes une TPE, vous devez avoir une plateforme agréée dès le 1er septembre. Donc, le planning devient de plus en plus tendu, court, où il faut faire son choix de PA et surtout s'assurer qu'elle puisse être mise en œuvre dès le 1er septembre. On vous fera un retour d'expérience, notamment Mathilde, sur la Belgique, comment ça a pu se passer là au mois de janvier, avec la mise en œuvre qui a eu lieu pour l'ensemble des entreprises en réception. En tout cas, sur cette partie vraiment, cette partie PME, TPE, on constate vraiment que j'insiste là-dessus, ce que tu disais, Mathias, sur la partie logicielle qui émettent les factures, qui sont aujourd'hui
pas assez avancé. Il faut être très vigilant là-dessus, puisque chacun, choisit les éditeurs de factures. Il y en a pour beaucoup, hein, ils vont pas être plateformes agréées et donc ils sont en train de chercher des partenariats avec des plateformes agréées. Donc il y a un vrai enjeu de savoir laquelle, ils vont, et dans quel processus ils sont finalement, parce qu'il y en a qui ont pas du tout initié ce lancement de partenariat, d'autres qui sont déjà dans le choix et d'autres qui ont déjà choisi. Donc faut être vigilant là-dessus et à contrario, il y a aussi encore beaucoup de TPE, qui émettent leurs factures sur, pack office et donc c'est, l'enjeu de choisir une plateforme agréée qui va permettre de basculer dans l'ère de l'émission de factures, en format structuré. Et pour compléter ce que tu viens d'évoquer, Mathilde, c'est qu'en plus de ça, sur ces éditeurs qui ont des partenariats avec les PA, c'est important d'avoir une vision assez rapide parce qu'il y a des business models qui peuvent être très différents. Donc, pour ceux qui ont déjà choisi leur PA ou qui sont en cours de choix, vous voyez que les coûts sont très différents entre les différentes plateformes avec une proposition de valeur, d'automatisation de process qui est différente. Donc, c'est aussi important de se poser ces questions-là assez rapidement si vous ne l'avez pas encore fait et de savoir ce que va proposer votre éditeur. Et sur les PME, TPE, il y a souvent besoin d'un accompagnement externe, que ce soit, et notamment les experts comptables, pour cette mise en conformité, étant donné que le DAF ou le dirigeant peut être assez isolé. Ensuite, on a des enjeux de grandes entreprises ETI qui vont plutôt être sur des enjeux de volume. La problématique sur les ressources est assez différente. C'est que là, on va être vraiment dans un projet d'entreprise. La plus grande difficulté sur les grandes entreprises ETI, et de mobiliser l'ensemble des acteurs. DSI, commerce, ADV, achat et DAF, c'est un vrai projet d'entreprise. C'est pas que le projet de la DAF, c'est pas qu'un projet de flux de la DSI. Donc, c'est de pouvoir embarquer l'ensemble de ces acteurs à toutes les phases du projet. Donc, pour ceux qui sont en cours de mise en œuvre de la PA, on le voit, c'est la mobilisation qui est nécessaire dans les phases d'atelier et de design avec la plateforme. Quand on est dans une phase de mise en œuvre, l'enjeu, c'est de mobiliser le commerce et l'ADV dans le changement de l'émission de la facture. Et quand on est sur des entreprises complexes en termes d'organisation, multi-activités, il faut débuter dès maintenant parce que c'est une vraie évolution pour les métiers qui émettent de la facturation et aussi pour le commerce. On le voit dans les échanges commerciaux, dans les négociations contractuelles, il y a des aspects facturation électronique qui rentrent en ligne de compte désormais. Des intégrations complexes où on est multi-ERP, multi-entité, multi-pays. Donc, on a la nécessité d'avoir un vrai appui de l'ensemble de l'organisation sur cette mise en œuvre. Une gouvernance des données sur laquelle on va revenir, où les référentiels tiers ont une importance très forte dans la réforme. Et quand on est dans une organisation qui est multi-ERP, on a l'enjeu du MDM qui est de plus en plus forte. Planning serré, obligé d'émettre dès septembre 26. Donc, on le voit, même des projets qui ont commencé il y a 1 an et demi, 2 ans. Là, on arrive un petit peu dans le goulot d'étranglement et on a une dépendance soit des éditeurs, soit des éditeurs d'outils de facturation, soit de la PA ou soit de la DSI qui fait qu'on arrive dans un planning à risque pour être prêt dès septembre. Et le pilotage de la conformité, sur lequel on va aussi revenir, qui est un élément très structurant, qui est le tableau de bord pour piloter les flux de bout en bout, c'est-à-dire de l'émission de la facture, donc la sortie de l'outil de facturation, jusqu'à la PA où on peut avoir des couches intermédiaires d'interface où il est nécessaire de s'assurer qu'on puisse piloter les rejets à toutes les étapes du flux. Donc, on va arriver sur le retour Voilà, oui, tout à fait. Je vois qu'il y a une question. Alors donc, vous parlez de collecter des adresses électroniques des clients. Nous pensions que les PA récupéraient cette adresse via un query au PPF et que nous n'avions à fournir que le SIRET SIREN. Alors, ça dépend. Effectivement, il y a la PA qui pourra avoir accès aux adresses électroniques, notamment pour émettre la facture. L'enjeu est que sur un certain nombre d'entreprises, il y a des choix qui sont faits d'adresses électroniques qui sont SIRET, qui vont être SIREN suffixe ou SIRET code routage. Dans ces cas-là, il faut que vous ayez connaissance de l'adresse électronique parce que la plateforme ne pourra pas adresser à une des adresses, étant donné qu'elle n'aura pas la connaissance de laquelle elle devra sélectionner. Donc, il faut collecter ces adresses électroniques. Surtout s'assurer si on a des mails. Et donc là, ce que l'on peut voir… Ouais, vas-y.
Là, ce qu'on peut voir effectivement, c'est que justement, on a les grandes entreprises et les ETI qui ont l'obligation d'émettre au 1er septembre 26. Nous, ce que l'on constate, chez nos clients, c'est qu'il y a justement des demandes et des informations qui sont transmises pour, justement mettre à jour les outils en amont et ne pas attendre le retour de la mise à disposition de l'adresse électronique par la plateforme agréée. C'est vrai, hein, que vous allez avoir la donnée, mais effectivement, je rejoins Mathias. Si, le client à qui vous émettez la facture aujourd'hui, vous l'émettez à votre contact classique, plusieurs établissements aujourd'hui, vous savez pas forcément la structuration juridique de l'entité et surtout son organisation interne. Et donc de ce fait, est-ce qu'il a choisi d'avoir, une adresse électronique sur la maille SIRET ou code routage? Vous Vaut mieux le savoir avant parce que sinon, elle va être envoyée pas à la bonne, personne et pas dans le bon canal et donc va vous revenir et donc c'est pour ça que c'est important d'anticiper cela. Hem, donc il y a une autre question: comment savoir quel PA est le plus adapté pour, une micro qui débute et qui n'a donc pas de fonds en réserve? Alors on a des plateformes, je réponds si tu veux là-dessus, Mathias, si ça te va. Là-dessus, en fait, on a sur les plateformes agréées, il y a pour les petites entreprises, beaucoup de plateformes agréées qui sont, gratuites. Et du fait que vous soyez une micro-entreprise, probablement peut-être que vous avez recours, soit à un outil, ou à un expert comptable qui va pouvoir vous mettre à disposition aussi une PA, intégrée dans son forfait, que vous lui payerez. Et donc faut justement faire les bons choix, par rapport à la taille et à l'activité, de l'entreprise. Je vais prendre la question On suivante sur les statuts. Donc, effectivement, on peut avoir une PA OK. différente entre l'émission et la réception. Les cycles de vie sont isolés, c'est-à-dire qu'on va avoir des cycles de vie qui vont être sur la facture fournisseur, où vous allez avoir des cycles de vie où vous allez devoir renseigner notamment tout ce qui est rejet, litige vis-à-vis de la facture que vous avez reçue. Là où, quand vous êtes en émission, c'est vous qui allez plutôt être destinataire des cycles de vie qui vont être renseignés par votre client. Donc les deux sont pas liés, et en plus de ça, d'un point de vue outil, il y a des enjeux qui sont différents entre la facture fournisseur et le cycle achat et la facturation qui est plutôt client et qui est un cycle de vente avec la gestion des rejets. Et enfin, je prends la dernière question de Julien. Il faut donc les collecter, donc les adresses électroniques. La question est: est-ce qu'il faut les collecter manuellement ou bien l'annuaire gouvernemental est exportable? Donc en fait, ce qu'il faut faire, c'est il faut, communiquer avec vos clients les plus, importants pour pouvoir leur donner, leur demander en fait leur, adresse de facturation. Et ensuite, l'annuaire n'est pas exportable, il sera consultable via votre plateforme agréée ou il est consultable aujourd'hui sur internet. À noter typiquement, j'ai vu passer, la parce que c'est public, hein, Bouygues Télécom qui est en train justement de recenser l'ensemble des adresses, hein, comment ses clients ont adressé et ont structuré leur adresse électronique, à savoir Sirène, Siret ou code routage. Je propose, Mathias, d'avancer sur la seconde partie de ce webinaire qui est le retour d'expérience des autres pays. Et donc là, en fait, excusez-nous, hop, très bien. Donc là, on vous a synthétisé puisque nous, dans notre, travail d'analyse et d'anticipation, au niveau des RSM, on a, travaillé avec les autres pays de notre réseau pour avoir un peu leur retour d'expérience sur comment s'est passé pour eux leur déploiement de leur réforme locale sur, la facturation électronique. Juste en termes d'introduction là-dessus, hein, sur le sujet au niveau mondial, les premiers pays précurseurs, étaient le Chili, notamment dans les années 2000. Donc c'est un sujet qui est vraiment, assez «ancien» entre guillemets, qui date du coup de plus de 25 ans. Et donc on a, notamment un retour sur le Mexique, qui eux ont mis en place leur réforme en 2014. Et eux, ce qu'ils ont pu constater, c'est qu'il y avait eu une grosse surcharge des serveurs et beaucoup de lenteur au niveau, des outils, de l'État, qui avaient été, constatées, au moment, en fait, hein, du démarrage de la réforme et tout cela avait généré, justement des lenteurs et des envois qui étaient obligatoirement en électronique, avec, des rejets qui étaient faits du fait de lenteurs de systèmes d'information.
Ensuite, on avait aussi un autre élément clé, c'était vraiment le point sur les TPE et PME qui étaient majoritairement, où toutes leurs données, comptables, et factures notamment étaient traitées en papier et donc le passage à la facturation électronique pour elles a été, un changement extrêmement important et le change a été, difficile à passer pour elles puisque, peu de retours d'expérience, sur cela. Au niveau mais aujourd'hui, au Mexique, finalement, après parce que ça fait donc depuis, 2014 et là, le retour, il est plutôt positif puisque l'ensemble des flux sont maintenant en électronique. C'est rentré dans les mœurs hein, et le passage a été compliqué, mais in fine, après ça fonctionne plutôt bien. En Espagne, on est donc, sur un démarrage qui est cadencé en 2 étapes, hein, puisqu'en Espagne, ils ont commencé en 2017 avec l'équivalent de notre, e-reporting, où là, on est sur une déclaration. Eux, ils sont sur une fréquence d'envoi qui est plus importante que la nôtre, hein, qui est de tous les 4 jours, les données doivent être transmises à l'administration fiscale. Et ils n'ont pas encore l'obligation d'émettre des factures en électronique qui vont arriver sur l'année 2026-2027 et ça a été repoussé en 2027 de mémoire. Donc là, déjà sur la partie e-reporting en termes de retour d'expérience, ils nous ont, mis en évidence la partie, coût d'adaptation des logiciels justement pour pouvoir avoir la capacité d'émettre, les factures, pas du tout les factures, pardon, les e-reporting, notre équivalent de e-reporting tous les 4 jours et ben, le fait de développer, les applicatifs, ils avaient sous-estimé le coût associé à cela et donc faut aussi anticiper que pour nous, comme on a aussi un e-reporting, on va avoir aussi cet effet-là sur tous les logiciels de caisse notamment, hein, qui devraient, être en mesure de générer eux-mêmes leur e-reporting ou alors via la comptabilité, mais tout cela nécessite des adaptations. Et au démarrage de la réforme, il y a eu beaucoup de rejets sur les fichiers envoyés, parce que passage du papier, entre guillemets, enfin, à un monde où on déclare du e-reporting au format structuré avec une structuration de la donnée telle que nous aussi on va l'avoir et donc il y a eu énormément de rejets, pareillement au démarrage de la réforme. Aujourd'hui, donc depuis 2017, là en 2026, tout comme le Mexique, on est maintenant sur une pratique qui est classique. Le fait d'envoyer un e-reporting tous les 4 jours, c'est une pratique qui est classique, normale. Il y a plus de rejets, massifs comme il y a eu au démarrage de la réforme. Le troisième pays que l'on voulait, vous partager, c'est, l'Italie, qui a mis en place depuis, 2019, leur réforme, sur, eux, ils étaient vraiment sur la partie notre équivalent de notre, e-invoicing. La différence avec nous, sur l'Italie, c'est qu'il n'y avait pas de plateforme, agréée partenaire et que les entreprises doivent se connecter que sur le portail de l'État. Donc il y a pas d'intermédiaire accrédité comme en France. Pour autant, le fait de passer en électronique, là aussi, ils ont constaté, sur les premiers mois de la réforme, de la mise en place de la réforme, un nombre important de rejets qui pouvait aller de l'ordre de 30 à 50 en volume, hein, en volume de rejet sur les factures émises en fonction des activités. L'écart entre le 30 et le 50 dépend de l'activité et de la complexité de l'activité. Et donc ils ont dû mettre en place une gestion des rejets pour pouvoir venir corriger les informations, que ce soit les données informatiques ou les corrections métiers sur les données envoyées. Aussi, il y a eu un fort accompagnement au changement des équipes pour, justement, passer dans beaucoup d'entreprises, la partie validation, du workflow de validation, hein, des entreprises était manuel ou par mail et le fait de rentrer dans une ère, digitale, il y a eu aussi un fort accompagnement, pour l'évolution justement, des équipes. Donc globalement et maintenant aujourd'hui, ça fonctionne très bien. Pareil, c'est devenu une routine.
Donc quelque part, en fait, on a pris en main et on a pris en main. On a pris en compte quelque part tous ces retours-là pour pouvoir justement nous anticiper et qu'est-ce qui va se passer demain, sachant que tout cela est théorique puisque nous, on a vraiment une mise en œuvre, même si là, on est en train d'être en phase de test pour certains. On a quand même, un enjeu d'anticiper ce 1er septembre 26 sur la base justement des retours qui étaient, donc là, pour l'instant, on a ces 3 retours-là. On a aussi un retour, de la Belgique, qui a démarré donc au 1er janvier 26. 1er janvier 26, donc là, eux, sur une réforme qui est beaucoup plus, facile que la nôtre avec un canal, standard qui est PayPal, d'envoi. Donc c'est assez, pour le coup, les retours sont plutôt positifs, sur la mise en place de la réforme. On va passer, sur la partie risque opérationnel. Et je vous propose de redescendre les risques opérationnels et ensuite on répondra aux questions parce que c'est directement lié. Donc les dysfonctionnements techniques qu'il faut prévoir dans la réforme française vont être tout d'abord une incompatibilité outil de facturation PA, donc c'est ce qu'on vous a évoqué en introduction, donc c'est surtout des sujets, il y a 2 enjeux, c'est un enjeu d'interface mais aussi de structuration de la donnée. On peut avoir une incompatibilité entre les 2 solutions. Des délais de transmission interface, on le voit sur les premiers tests, selon à la fois l'architecture IT interne et aussi outils de facturation et également PA. On peut avoir des délais de transmission en fonction des volumes qui peuvent être longs et qui peuvent être bloquants demain en run, ce qu'on appelle en run, c'est-à-dire avec la mise en place opérationnelle de la réforme. La gestion des statuts de facture et ensuite la qualité de la donnée. Sur la qualité de la donnée, on l'a évoqué via l'adresse électronique, mais au-delà de ça, c'est toutes les données qui sont attendues sur une facture, sont les données sirène, numéro TVA Intracom et un certain nombre d'autres données. Donc, les référentiels clients et fournisseurs, aujourd'hui, sont incomplets dans un certain nombre d'entreprises. Donc, il y a un vrai travail de mise en qualité de cette donnée. Donc, d'une part, la reprise de l'historique pour venir renseigner les données obligatoires et d'autre part aussi sur la création d'un nouveau process de création des tiers qui soit client ou fournisseur, pour s'assurer que toutes les données soient bien renseignées. Donc, l'adresse électronique mal renseignée, on l'a évoqué, dès lors qu'on est sur une maille plus fine que le sirène, il va falloir la renseigner pour pouvoir émettre la facture, donc que ce soit sirène, sirette, sirène suffixe ou sirène, sirette, code routage. Et le dernier point, c'est la catégorie des clients qui peut être mal renseignée sur les non-assujettis et les assujettis, qui peut amener des rejets au moment de l'émission dans la plateforme. Et au-delà de ça, c'est cette catégorisation qui va pouvoir permettre d'émettre soit un e-reporting, soit un invoicing. Donc, pour rappel, invoicing, tout ce qui est B2B domestique, donc franco-français, B2B non domestique, donc tout ce qui est à la fois avec des pays européens et des pays internationaux, et aussi tout ce qui est B2C, donc avec la vente aux particuliers. Des rejets de facture, ou sur ce rejet de facture, tout d'abord, c'est le format qui peut être non conforme de fichiers structurés. Donc, le fichier structuré, pour ceux qui sont un peu plus loin de la réforme, c'est l'équivalent, il faut imaginer l'équivalent d'un grand fichier Excel où il y a 400 lignes qui permet de structurer où va chacune des données. Des données manquantes ou erronées où il y a des schémas de contrôle à la fois dans la plateforme quand vous allez émettre, mais aussi dans la plateforme qui va recevoir la facture. Donc, c'est ce qui va amener des rejets. Et aussi, on va avoir tout ce qui est autre statut de cycle de vie de la facture qui peut amener du refus. Donc, les sirènes numéro de TVA invalide amèneront ces rejets notamment. Et des montants incohérents, il y a aussi des contrôles sur la cohérence des montants, notamment entre hors-taxe, TVA, TTC, qui apportera ces rejets. Et pour finir sur le rejet de la facture, ce qui est surtout très important, c'est de définir comment vous allez les traiter demain. Quels sont les rôles et responsabilités, qui va les traiter entre la direction financière, la DSI, l'ADV, le commerce, pour ceux qui émettent de la facturation via des ADV, et ensuite le mode opératoire, les procédures qu'il va y avoir sur cette gestion de rejet. Je vous propose de répondre aux questions. Alors, si on remonte en haut. Peut-être que j'avance sur cette slide-là et le temps que tu prennes une question. Donc, juste rapidement pour faire juste le lien par rapport à ce que tu viens de dire sur la gestion des rejets. Comment ça se passe concrètement? En fait, qu'est-ce qui va se passer? Donc, l'étape 1, voilà, vous envoyez votre facture à votre PA que vous avez choisi. La PA
réglementaire à faire sur la structuration de votre fichier envoyé, que ce soit une facture qui est émise de votre logiciel. Donc en fait, elle va venir faire des contrôles réglementaires dessus et là, il va y avoir un rejet, et donc une notification, pour indiquer justement qu'il y a un problème sur la facture et qu'elle ne peut pas être envoyée. Et donc là, il va falloir faire une correction au niveau de votre logiciel et donc de votre logiciel d'émission de facture, émettre un avenant interne pour pouvoir réémettre une nouvelle facture et donc renvoyer, la facture corrigée à votre plateforme agréée qui va faire le contrôle réglementaire et va pouvoir l'envoyer à, votre client via sa plateforme agréée. Attention sur les rejets, donc là, c'est un des exemples de rejets qui sont liés à lorsque vous avez un rejet qui est lié à votre plateforme agréée, qui rejette parce qu'il manque une donnée ou autre chose. Il peut y avoir d'autres rejets, si par exemple la plateforme de votre client aussi peut, rejeter la facture parce que justement il n'y a pas de numéro de bon de commande par exemple. Il peut y avoir aussi des, refus, et notamment qui sont liés plutôt à des refus de métier. Donc là, c'est votre client qui refuse la facture parce que vous êtes trompé d'entité juridique ou autre. Donc voilà, il y a différentes catégories et en tout cas, sur cette partie-là qu'on vous présente à l'écran, c'est vraiment sur les rejets techniques, liés à la structuration de vos formats et la structuration de vos données en amont et donc là, ça a des vraies conséquences pour vous, à savoir des retards de paiement et des impacts sur votre trésorerie. Vous avez donc une gestion interne à gérer, du coup, des avoirs internes qui devront pas être envoyés puisque la facture initiale qui a été, corrigée n'a pas été envoyée. Donc, faudra faire attention en termes de process. Des délais de paiement qui peuvent s'allonger, des litiges, aussi avec, les tiers, si justement cela se répète. Je vois que le temps passe à une vitesse, Juste répondre à Mathias. une question pour moi, parce Ça qu'elle y est est, assez structurante. parfait, Sur les super, régimes, c'était le sur les régimes de TVA. Effectivement, c'est une spécificité française, la TVA sur encaissement. Donc, on a deux régimes, l'option sur la TVA sur les débits et la TVA sur encaissement. Dès lors qu'on est sur la TVA sur encaissement, ça impose de remonter un hero reporting de paiement. C'est-à-dire qu'on va devoir remonter par facture le montant des règlements et même des règlements partiels, étant donné qu'ils doivent déclencher de la TVA. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'on a une vraie analyse à faire sur notamment le BFR par rapport à cette TVA sur encaissement. Est-ce qu'on est capable de passer à l'option sur les débits? C'est le choix qui est fait par un certain nombre de groupes, notamment quand on a des entreprises qui se font à la fois de la prestat de service et de la livraison de biens, ils passent les prestats de service sur les débits. Et si on est sur encaissement, c'est quand on va émettre le flux, cette donnée est obligatoire sur un flux de facturation électronique et mécaniquement, ça va imposer de remonter les encaissements. La qualité de la donnée, un angle mort, effectivement, c'est aujourd'hui 30 à 40% des rejets de factures qui vont être liés à ces erreurs de données. Donc, les référentiels tiers incomplets, un SIRET manquante, un SIREN manquant, des adresses obsolètes, donc c'est-à-dire cette fameuse adresse électronique qui est mal renseignée, ou bien qui n'est pas la bonne, donc ça va apporter un refus, des numéros de TVA invalides. Absence de contrôle automatisé, donc si vous n'avez pas de contrôle en amont, notamment sur vos référentiels, mécaniquement, vous pourrez avoir ces rejets qui interviendront qu'en fin d'émission de la facture. Et donc là, la charge de correction sera d'autant plus forte par rapport à ce que vous a présenté Mathilde et sur le process de correction. Les actions aujourd'hui prioritaires, que ce soit du directeur financier ou même d'un DSI ou même d'un dirigeant, ça va être auditer la qualité de la donnée des tiers, donc faire des extractions de vos référentiels, s'assurer que toutes les données sont renseignées et s'assurer que les sirènes sont correctes. Mettre en place et les numéros de TVA intracom, bien entendu. Mettre en place des contrôles de validation, automatiser un maximum le nettoyage des référentiels. Il y a des outils aujourd'hui qui permettent de s'assurer que les données légales sont correctes à la création et surtout définir une gouvernance de la donnée. Le terme gouvernance peut faire peur, mais même dans une PME, on est capable de définir qui est en charge ce référentiel et qui peut le renseigner et qui a là une vraie responsabilité et qui a une importance assez forte demain compte tenu de la réforme. Exactement et Mathias, en plus de ça, comme dans notre, population, on a beaucoup de TPE, PME, auquel cas aussi, quoi qu'il arrive, même si vous êtes un seul dirigeant, et que, vous avez un expert comptable aussi, c'est de savoir qui fait quoi.
Et donc c'est vraiment, pour l'ensemble, des tailles d'entreprise. Et juste pour, je prends une question qui est en lien avec ce que tu as dit, Mathias, qui est sur la partie, y a-t-il une vérification du nom officiel associé aux sirènes par rapport à celui que nous avons dans nos bases de données facture électronique? Donc là, il faut savoir que dans l'annuaire électronique, dans l'annuaire centralisé des entreprises dans le PPF, ça va être un annuaire qui va être mis à jour par les bases de données de l'INSEE et des greffes. Donc en fait, ça va être une base à jour qui va être remontée donc dans les plateformes agréées. Et donc de ce fait-là, dans votre contrôle réglementaire, ce que l'on parlait juste avant précédemment par rapport au rejet, si vous envoyez une facture de votre logiciel avec un numéro sirène qui n'existe plus parce que la société, par exemple, a été liquidée, et donc là, dans ces cas-là, vous allez avoir un rejet, typiquement. Donc c'est un contrôle qui va être fait effectivement, dans votre plateforme, agréée. Je prends juste une autre question sur la possibilité d'avoir une annulaire en place pour une facture rejetée. Alors effectivement, on ne l'a pas évoqué, il y a la possibilité d'avoir une facture rectificative, mais il faut que votre outil soit en capacité d'émettre cette facture rectificative. Aujourd'hui, sur le marché français, ce n'est pas courant de voir cette facture rectificative en place. Et quand on est un non assujetti à la TVA, exemple formation, comment faudra-t-il procéder? Donc là, c'est pour les entités vraiment celles qui sont dans le cadre de la réforme de la facturation électronique, ce sont les sociétés assujetties à la TVA. Donc les sociétés françaises assujetties à la TVA, donc les entités qui ne sont pas assujetties à la TVA ne rentrent pas dans le cadre de la réforme et vous traiterez vos factures telles que vous le faites aujourd'hui. On vous a mis là ici, identifié un peu là quels sont les problèmes à anticiper. Donc là, vous avez donc les risques techniques qui sont liés à l'incompatibilité des formats notamment. Est-ce que votre logiciel qui émet les factures aujourd'hui, est-ce qu'ils vont faire des montées de version pour pouvoir émettre un format socle, à savoir facture XUBL ou CDJ? Ou auquel cas, voir avec la plateforme agréée, est-ce qu'elle a la capacité de transformer un fichier de données en format socle? Donc ça, c'est vraiment des choix structurants à faire. Il y a aussi, des risques techniques liés à la connexion, entre votre plateforme agréée et vos outils, d'émission des factures, et avec aussi des problèmes de code routage. Et donc là, c'était vraiment le lien avec la structuration de votre adresse de facturation, à savoir, quelle est la maille, dans laquelle elle a été, créée, quelle maille a été créée dans l'annuaire, centralisé. Vous avez aussi un risque technique lié, on l'a pas ajouté et je le rajoute parce que j'ai vu une question, sur les cas d'usage, et effectivement, pour pouvoir répondre en lien, les cas d'usage, toutes les plateformes agréées ne vont pas traiter tous les cas d'usage. On est maintenant aujourd'hui on est à 44 cas d'usage. On va avoir une nouvelle publication en avril, avec, une nouvelle liste complémentaire, et donc faut faire attention effectivement dans le choix de vos PA, ceux qui n'ont pas encore choisi la PA. Est-ce que la PA, quels sont vos cas d'usage et est-ce que votre PA va les traiter dans les temps? Il y a un risque aussi au niveau de la donnée, donc je pense qu'on en a assez parlé par rapport aux données manquantes qui vont, sur les factures émises et les numéros de TVA, les codes aussi, hein, attention aussi sur la revue de vos, codes de TVA et les codes d'exonération et les articles d'exonération associés qui sont aussi, très structurants, puisqu'on rappelle, hein, la réforme, c'est une réforme TVA, dans un premier lieu, et donc si vous n'avez pas encore analysé, cela, c'est vraiment nécessaire de le faire avant le passage à la réforme. Ensuite, on a les risques liés au process qui sont, donc des risques de délai de traitement allongé, des rejets donc de factures et l'impact sur la trésorerie et votre BFR par rapport à ces problématiques-là. Et donc en synthèse, ce sont des risques qui sont observés et qui ont été observés par, les pays qui ont vécu ce type de réforme. Nous, on sait qu'en France, on a, quand même des particularités au niveau de la TVA qui font que notre, mise en œuvre est assez complexe. Donc il est vraiment nécessaire de prendre le temps entre avril et le 1er septembre, le temps de poser tout le sujet pour, vous préparer au mieux. Mathias, les bonnes pratiques, si on est mal présenté? Si on est mal présenté, si on est mal préparé, pardon. Tu n'as pas de son? Ça va répondre à une partie des questions justement qui ont été posées. Merveilleux. Donc,
format et structure, vérifier l'ensemble des balises obligatoires. Je pense qu'on l'a répété assez en lien avec la qualité de la donnée, mais s'assurer que on a bien toutes les données qui sont présentes dans notre outil de facturation. Intégrer les mentions obligatoires dans les modèles de facture. Aujourd'hui, quand on fait des revues de factures existantes, on se rend compte qu'un certain nombre de mentions n'étaient pas présentes et qui demain va falloir les mettre en place au-delà même du format. Vérifier les cas d'usage ainsi que les mentions complémentaires à ajouter. Donc, il y a 2 points là-dessus. Sur les cas d'usage, par rapport à la réponse qu'a fait Mathilde, dans une méthodologie de projet facturation électronique, c'est une des premières étapes, c'est de faire un diagnostic de son existant, d'identifier les cas d'usage avant de faire le choix de la paire. On sait que dans certains cas, ça n'a pas été fait. Donc, se poser quand même sur ces cas d'usage est assez important parce qu'on le voit, en plus de ça, les plateformes avaient des messages très positifs il y a encore 6 mois en disant qu'ils adresseraient tous les cas d'usage. Là, aujourd'hui, ils commencent à mentionner qu'ils vont réduire le nombre de cas d'usage qui va être adressé par la plateforme. Donc, en plus de ça, on a un mouvement de spécialisation sectorielle qui va se faire de la part de certaines. Donc, il est vraiment important de vous poser sur ces sujets-là en sortant, donc quand vous allez émettre une facture, mais aussi en entrant. Parce que dans certains cas, je vais prendre l'exemple de l'autofacturation, il faut que votre plateforme soit capable d'intégrer une autofacturation qui a été faite pour votre compte. Les mentions complémentaires à ajouter, c'est que c'est une réforme fiscale, mais il ne faut pas oublier c'est un document commercial, la facture, et du moins, on a des mentions qui sont obligatoires dans certains contrats. Donc, bien s'assurer que ces mentions remontent aussi sur les factures. Et pas uniquement que les mentions réglementaires, sinon votre client peut rejeter la facture par manque d'informations contractuelles. Qualité de la donnée, je pense qu'on a assez martelé, mais parce que c'est vraiment le sujet le plus structurant. Juste pour compléter ce qu'évoquait Mathilde sur les codes TVA, aujourd'hui, on va quand même dans un niveau assez fin sur ces codes TVA. Aujourd'hui, on avait une mention d'exonération de TVA réduit qui pouvait apparaître. Demain, c'est une codification qui va être nécessaire de faire sur toute la chaîne, c'est-à-dire une codification sur est-ce que si on est sur un taux standard, une exonération. Ensuite, la mention française et qui doit être transcodée avec une catégorie européenne. Donc, ces codes TVA deviennent vraiment très structurants dans vos outils de facturation et vos outils comptables. Et ça, il ne faut pas hésiter à poser des questions à votre expert comptable sur le sujet, à votre conseil fiscal pour vous aider à bien les renseigner. Organisation process, donc désigner des référents facturation électronique en interne qui vont pouvoir porter ce projet et aussi accompagner l'ensemble de l'organisation de votre entreprise, mettre en place une procédure de gestion des rejets qu'on a déjà évoquée et surtout établir un plan de formation pour les équipes impactées par la réforme, notamment les équipes ADV, comptables, achats, pour notamment la population comptable et ADV, c'est une vraie évolution dans les tâches qui seront à réaliser. Dans les questions, justement, comme tu l'as un peu cité, il y a une question sur quel est vraiment le rôle du cabinet comptable. Le cabinet comptable, ça doit être votre partenaire qui doit vous accompagner dans cette réforme, pour pouvoir vous aider justement à passer le cap et à vous mettre en conformité. Une autre question aussi pour les entreprises facturantes du mixte TVA sur les débits, TVA sur les encaissements. La DGFiP recommande de ne plus faire une seule facture hybride, mais 2 factures par régime de TVA. Oui, effectivement, c'est plutôt ce qui est recommandé pour pouvoir faciliter, l'émission des flux, mais après tout dépend aussi, de la volumétrie associée, et des problématiques techniques aussi qu'il peut y avoir et commerciales, vis-à-vis de vos clients. Donc ça, c'est effectivement à analyser en fonction des possibilités. Si vous n'êtes pas prêt, qu'est-ce qui se passe? Quoi qu'il arrive, tous les autres pays, pareil, hein, moi je me dis toujours que les retours d'expérience des pays, est fondamental et si, tous ces pays-là, on a donné un exemple de 3, mais on a énormément de pays qui sont passés à la réforme et ça s'est finalement bien passé. En tout cas, si au 1er septembre, si en avril 26, là aujourd'hui, vous n'êtes pas, prêt, qu'est-ce qu'il faut faire? On vous recommande de faire un diagnostic express, c'est-à-dire qu'est-ce que vous avez comme, designé comme cible, de cartographier vraiment les flux critiques, donc c'est-à-dire vraiment les typologies de flux
de factures envoyées qui sont les plus sensibles pour vous et prioriser du coup de ce fait les actions associées. Et ainsi de mettre en évidence donc un plan de mise en œuvre pour pouvoir rattraper la situation avec un déploiement en urgence sur les connecteurs avec les plateformes agréées, savoir quel est le séquencement et le lotissement par rapport justement aux flux les plus critiques, corriger les données sur les sirènes et autres, définir bien les rôles et responsabilités de chacun avec, notamment pour anticiper les rejets, de savoir qui va faire quoi et comment, de quelle manière. Les rejets techniques plutôt peut-être à la DSI, les rejets, métiers, plutôt du coup côté ADV. Ça, c'est pour les ETI, mais pour les PME, voilà, c'est bien d'anticiper aussi les rôles avec, votre expert comptable, si vous avez un expert comptable, sur la partie, tenue et de former du coup les équipes sur les procédures par rapport à ce que vous avez, défini. Enfin, c'est, évidemment, si vous avez besoin de vous faire accompagner d'experts, hein, beaucoup d'experts, sont spécialistes de ce sujet-là pour, vous accompagner dans la mise en conformité et de limiter justement, vos risques face à la réforme. Nous arrivons, je vois qu'il est 10h15 pétante, et précisément, Mathias, quel timing! On a encore beaucoup de questions qui n'ont pas encore été posées, enfin sur lesquelles on n'a pas pu répondre. On Comme l'a indiqué dans le chat, on va se forcer à y répondre a posteriori. Mathias, je te propose, que tu, fasses le mot de la fin? Merci à tous pour votre participation. On voit qu'il y avait un certain nombre de questions. N'hésitez pas, nos coordonnées ont été mises et on pourra répondre aux questions qu'on n'a pas pu faire en séance. Et le dernier point qu'on n'a pas évoqué, c'est les PA quand même aujourd'hui pour conclure. Ceux qui n'ont pas fait le choix, il devient urgent de choisir sa PA, que ce soit de manière autonome en fonction de la taille que vous avez ou via votre expert comptable. On voit sur certaines plateformes aujourd'hui, on est à 2 mois de délai sur des signatures qui viennent de se faire début avril. Donc c'est un vrai sujet là qu'il faut prioriser, c'est le choix de votre PA. Il est plus le temps de faire un cahier des charges de 60 pages. Les plateformes, le temps de le réaliser et le temps que les plateformes répondent, on est dans un goulot d'étranglement. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir vos sujets structurants et de pouvoir adresser vos besoins le plus tôt possible. Mais il n'est pas trop tard, c'est encore possible, on est en avril, il reste 5 mois, donc il faut juste se lancer dès maintenant si vous êtes en retard sur l'ensemble des sujets qu'on a pu voir. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci. Merci Mathias et Mathilde. Et merci à tous nos participants de ce matin. Comme l'ont redit Mathias et Mathilde, on n'a pas eu le temps de répondre à toutes les questions. Il y en a eu beaucoup, beaucoup. Mais vous pourrez les contacter. Vous avez un bouton, comme l'a évoqué notre modératrice Mathilde, pour prendre contact avec eux pour expliquer plus en détail vos problématiques respectives. Il ne nous reste plus qu'à vous remercier, Mathias et Mathilde, pour cette présentation et à remercier tous nos participants pour être venus ce matin lors de ce webinaire. Merci beaucoup. Merci.